je vais essayer de faire, c'est de réfléchir à ce qu'on appelle l'empowerment. La différence avec Céline, c'est que moi, je vais plutôt essayer d'éclater la notion, c'est-à-dire essayer de voir que c'est une notion polysémique dont les sens changent selon les contextes où elle est mobilisée. Et donc, je vais essayer vraiment de distinguer différentes formes d'empowerment, de faire exploser la notion. Alors, je ne sais pas si cette explosion sera irréversible, c'est-à-dire si ensuite on ne pourra pas recoller les morceaux et retrouver une unité dans le concept. Mais d'emblée, je dirais que c'est une notion très polysémique parce que elle peut être mise en lien avec, par exemple, l'autonomie, dont on sait qu'elle a des sens multiples, et aussi avec la notion de pouvoir dont elle est composée. Et là encore, il y a évidemment beaucoup de conceptions philosophiques du pouvoir. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de distinguer donc trois acceptions de l'empowerment, et à chaque fois de voir quel est le sujet concerné par cet empowerment, qu'est-ce qui est, pardon pour l'anglais, mais empowered, quel est le vecteur de cet empowerment, c'est-à-dire qu'est-ce qui rend concrètement possible ce processus, et quelle est la conception philosophique du pouvoir que recèle chaque version du concept d'empowerment. Alors la première version, la première variation du concept, ce serait l'empowerment comme conquête. Comme exemple multiple de cette idée de l'empowerment, on pourrait voir par exemple les mouvements féministes des années 70, dont parle beaucoup Marie-Hélène Baquet, à laquelle je vais me référer beaucoup, donc, qui a écrit un livre qui s'appelle « Empowerment, une pratique émancipatrice » en 2013, paru à La Découverte. Et pour elle, finalement, l'essor de cette notion aujourd'hui vient d'abord de ces mouvements féministes donc, qui recouraient à cette notion d'empowerment. Comme autre exemple, on pourrait citer ACT UP, par exemple. Nous sommes donc dans des cas où l'empowerment est collectif, où des collectifs se sont formés, et donc le sujet de cet empowerment, on pourrait dire que c'est... il y a des places un peu... il y a trois places. Le sujet de cet empowerment, c'est le collectif. On pourrait dire que l'empowerment vient du fait qu'un collectif prend conscience qu'il partage une situation commune et une situation dans laquelle il se trouve exclu par rapport au reste de la société. Alors il y a un auteur important qui a pensé cela et que je ne connais pas bien, mais que cite Marie-Hélène Baquet, qui est Paulo Freire, donc la pédagogie des opprimés, et son concept de conscientisation. Je le cite, la réalité oppressive, constituant pour ainsi dire un mécanisme d'absorption de ceux qui la subissent, fonctionne comme une force d'immersion des consciences. Et du coup, la conscientisation vient finalement fédérer un collectif autour d'une revendication. Voilà. Le vecteur de cet empowerment, quel peut-il être ? Eh bien, ce serait plutôt la lutte. Et donc, en philosophie politique, on pourrait dire qu'on se situe plutôt du côté des philosophies qui considèrent que l'autonomie des citoyens s'acquiert par la lutte, par l'instauration d'un rapport de force, éventuellement par la négociation, mais en tout cas pas par la discussion et par la délibération. Donc on est ici non pas dans la pensée politique de Rawls, par exemple, ou de Habermas, mais par exemple dans une pensée politique comme celle d'Axel Honneth ou de Judith Butler. Donc je vais dire un mot de chacun. Axel Honneth d'abord, qui a écrit donc La lutte pour la reconnaissance en 1992, puis plus récemment
je crois que c'était au début des années 2010, les pathologies de la liberté. Donc Axel Honneth, lui, s'inspire des écrits de Hegel et du premier Hegel pour développer ce qu'il nomme une théorie de la reconnaissance. Et l'idée développée par Honneth, c'est que l'autonomie, c'est-à-dire la capacité à poser des valeurs, à pouvoir se considérer comme l'acteur de son existence, suppose, nécessite de façon absolue la reconnaissance par autrui. Autrement dit, on ne peut être libre que si l'on est reconnu dans ses appartenances identitaires. Et cela conduit Axel Honneth à étudier ce qu'il appelle les pathologies de la liberté, les pathologies de la liberté, autrement dit des formes de liberté incomplètes. Donc je vous engage à lire donc, cet ouvrage. Et ces pathologies consistent à ne pas être reconnues dans son identité, et dans une identité que nous partageons pourtant avec d'autres. Et donc, ce mépris, cette non-reconnaissance nécessite une lutte pour en sortir, mais la lutte suppose elle-même une conscientisation, c'est-à-dire le fait de prendre conscience que l'on est exclu, que l'on est méprisé, que l'on n'est pas reconnu. Donc on est ici vraiment dans cette idée d'un empowerment par la lutte. Le second auteur dont j'avais parlé, c'est Judith Butler. Alors j'ai ici un ouvrage composé de plusieurs articles qu'elle a écrits qui s'appelle « Défaire le genre ». Et elle aussi, donc Judith Butler, défend un empowerment par la lutte, mais c'est un peu différent c'est très différent dans ses fondements philosophiques de la philosophie d'Axel Honneth, puisque Judith Butler, elle, va contester même la conception du sujet autonome, d'un sujet capable d'instituer ses propres normes, puisque nous sommes toujours ce que les autres font de nous. Et c'est l'idée de performativité. Nous jouons le rôle que les autres nous donnent dans la société, nous jouons des rôles. Et tout ce qu'on peut faire, c'est défaire, c'est déconstruire. Donc défaire le genre, c'est l'idée qu'elle défend. Et pour le dire dans les termes de Foucault, dont Judith Butler se revendique, et en particulier Foucault des années 80, nous sommes à la fois pris dans des dynamiques d'assujettissement, c'est-à-dire de soumission à des pouvoirs qui nous constituent comme sujet. C'est l'idée d'assujettissement, l'idée que le pouvoir fabrique du sujet. Donc, j'y reviendrai un peu plus tard parce que je vais encore parler de Foucault, mais par la loi, par la discipline, par des dispositifs de sécurité. Mais les sujets ont aussi peuvent développer des techniques de subjectivation. Donc il y a assujettissement et subjectivation, c'est-à-dire une capacité à jouer avec ces normes imposées, à se créer, à danser dans des chaînes, en jouant avec les règles et les conventions qui nous sont imposées. Donc il y a à la fois un assujettissement, production du sujet par du pouvoir, et en même temps la capacité du sujet à réagir et à jouer avec ces normes qui lui sont imposées. La conception philosophique du pouvoir en jeu dans cet empowerment de conquête, c'est finalement l'idée que le pouvoir est de toute façon conquis par la force, conquis de haute lutte. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le pouvoir n'est pas quelque chose qui est extérieur et préexistant à soi, mais c'est quelque chose qui vient de soi. Et il y a pouvoir là où il y a en fait relation entre plusieurs existences. Et gagner en pouvoir, c'est gagner en pouvoir de changer les termes de la relation, de déplacer les lignes par rapport à ce qu'elles sont. Et donc, on s'oppose ici à une conception juridique du pouvoir comme finalement ce qui est contenu dans la loi, ce qui est extérieur à soi,
Le pouvoir n'est pas quelque chose non plus que l'on peut diviser, partager. On ne peut pas se le représenter comme un gâteau, si vous voulez, qu'on peut partager en plusieurs parts et dont chacun se servirait. Au fond, le pouvoir est endogène. Il vient de la personne qui le conquiert. Et c'est un pouvoir de résistance qui diminue le pouvoir du dominant que l'on acquiert, mais sans lui prendre son pouvoir à lui. C'est-à-dire que c'est un pouvoir qui vient de soi. Alors, quelques exemples. Par exemple, la grève de la faim. Voilà une façon de gagner du pouvoir en renégociant finalement les rapports de force. J'avais parlé d'Act Up et on pense au film 120 battements par minute. Et on voit bien ici comment un collectif force la majorité à prendre en considération son existence et les multiples existences qui le composent. Et on voit bien qu'à partir du moment où Act Up fait ses actions, à partir du moment où, par exemple, il jette du sang je ne sais pas si vous avez vu le film et si vous vous souvenez de cette scène, où il jette du sang dans cette entreprise, il force à ce moment-là donc le pouvoir, en l'occurrence économique, donc le laboratoire pharmaceutique, à prendre en considération leur existence. Les choses ne peuvent plus se passer comme avant. Donc on pourra bien sûr y revenir dans la discussion. J'avance un peu sur l'empowerment. Une deuxième idée de l'empowerment, donc après l'empowerment comme conquête, pourrait être de le définir comme un transfert de capacité. Alors là, on est dans tout à fait autre chose. On voit bien que le pouvoir n'est pas autogénéré, il n'est pas endogène, mais il est reçu d'une source extérieure. Et on voit bien aussi que l'empowerment ici n'est pas nécessairement l'affaire d'un collectif, il peut l'être, mais il est peut-être d'abord l'affaire d'un individu. Alors, comme exemple de cet empowerment, on pourrait parler de toutes les techniques, tous les dispositifs qui consistent à responsabiliser, à rendre responsable par l'apprentissage. Alors, par exemple, dans le domaine scolaire, aujourd'hui, j'ai vu cela dans une publicité d'une association, on invite les parents d'enfants à devenir les experts du parcours scolaire de leurs enfants. Vous aussi, vous pouvez être l'expert du parcours scolaire de votre enfant. Donc là, on a bien un exemple où on veut responsabiliser, au sens où l'on veut rendre responsable, produire des individus responsables, capables de réaliser des choix. Dans le domaine de la santé, on pourrait parler de l'éducation thérapeutique, qui pourrait s'inscrire dans ce cadre, et que l'OMS définit comme visant à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Alors, le sujet de cet empowerment, c'est ici, évidemment, un sujet individuel, mais un sujet individuel, disons, doté d'une capacité réflexive, capable de, à partir des enseignements qu'on lui donne, des compétences qu'on lui transfère, de se les approprier et de définir ce qui lui importe en fonction de ses valeurs. Et ici, le vecteur de l'empowerment, c'est bien sûr le transfert de capacités, de ressources, de compétences. Voilà. Alors, quelle est la conception philosophique du pouvoir ? Qu'est-ce que c'est que avoir du pouvoir ? Qu'est-ce que c'est que conquérir du pouvoir dans cette vision de l'empowerment ? Alors ici, je dirais que le pouvoir, c'est la capacité. C'est la capacité au sens même où Martha Nussbaum et Amartya Sen ont défini la capacité, parfois traduit par capabilité, c'est-à-dire le pouvoir d'agir et d'exister conformément à ce à quoi on attache de l'importance. Donc ici, avoir du pouvoir, exercer du pouvoir, c'est vivre selon ses valeurs à partir des compétences dont on dispose. Et donc, c'est l'idée que l'émancipation des individus et des groupes
passe par la création d'opportunités. Donc la société doit développer des opportunités, autrement dit des occasions de donner aux individus de se développer eux-mêmes pour qu'ils puissent se détacher de leur détermination. Donc on voit bien ici aussi l'arrière-plan kantien finalement de cette philosophie-là. Alors, c'est pas très juste parce que vous allez voir que j'ai développé des grosses critiques pour les deux visions de l'empowerment, je m'en rends compte, dont je parle, alors que j'ai pas du tout critiqué la première. Mais bon. Donc la critique qu'on peut faire de cette deuxième vision de l'empowerment, c'est une critique qui a été faite par Foucault et ses héritiers. C'est l'idée que on ne peut pas donner une capacité d'agir sans exercer un pouvoir. C'est une illusion de penser que ne s'exerce pas à travers toute forme d'apprentissage une forme de redressement, une forme de correction, d'inculcation. L'idée d'une neutralité de l'apprentissage, tout comme l'idée d'un sujet universel, capable de se construire lui-même, est une illusion. Pour aller plus loin dans les thèses de Foucault, cet empowerment pourrait être, même si Foucault n'utilise pas le terme d'empowerment, mais plutôt celle d'entrepreneur de soi-même ou d'homo economicus, mais pour Foucault, finalement, l'empowerment pourrait être décrit comme une technologie de pouvoir, autrement dit, une technologie qui assujettit ceux auxquels elle s'applique en les constituant comme des sujets responsables, comme des sujets attentifs à eux-mêmes, ce qui renvoie au fond à un type de dispositif que Foucault nomme le dispositif ou les dispositifs sécuritaires et qu'il analyse dans Sécurité, territoire et population, qui est un de ses derniers cours donc, au Collège de France. Donc je reviens un peu sur les trois types de dispositifs qu'analyse Foucault dans Sécurité, territoire et population. Alors Foucault nous dit, au fond, le pouvoir, il peut passer par trois types de dispositifs. Le premier type de dispositif, c'est le dispositif légal. C'est la loi. Une loi est posée sous forme d'interdit. Par exemple, il ne faut pas fumer dans les lieux publics. Et à cette loi correspond un châtiment, disons une amende pour fumer dans les lieux publics, ou même la mort, pour d'autres exemples, bien sûr, que fumer dans les lieux publics. Mais disons que le premier dispositif, donc, c'est la loi. Le second type de dispositif, c'est ce que Foucault appelle les dispositifs disciplinaires, et qui sont analysés notamment dans Surveiller et punir. Et donc, Foucault nous dit qu'au fond, ces dispositifs disciplinaires viennent densifier un peu les dispositifs, compléter la loi. Ici, il ne s'agit plus de sanctionner des actes, de tracer une frontière entre les actes permis et les actes défendus, mais il s'agit de sanctionner des personnalités. Et pour cela, la loi ne suffit plus, il faut aussi des dispositifs correctionnaires, des dispositifs disciplinaires qui inculquent une discipline du corps, de l'âme, comme le sont les casernes, les écoles, mais aussi les prisons, les asiles, les maisons de correction, enfin tout un tas de lieux comme ça qui vont permettre de forger des individus disciplinés. Et puis il y a un dernier type de dispositif, et c'est celui-là qui nous intéresse, et dont Foucault parle surtout et seulement dans Sécurité, territoire et population, donc, et qui est contemporain en fait par rapport au moment où il écrit cela, et qui vient aussi compléter les deux dispositifs précédents, donc la loi, les dispositifs légaux et les dispositifs disciplinaires. Ce sont donc les dispositifs sécuritaires. Et ici, il s'agit d'insérer le phénomène, je cite Foucault, à l'intérieur d'une série d'événements probables
Donc ici, la question qui est posée est celle du risque de récidive, par exemple, pour les délinquants, ou du risque de pathologie pour les personnes potentiellement malades, ou du risque d'échec scolaire, en bref, du risque. Et il s'agit finalement d'intégrer donc le phénomène dans un calcul qui pose aussi le rapport économique entre le coût de la répression et le coût du phénomène lui-même. Autrement dit, ici, qu'est-ce qu'on fait? On se sert de la statistique, on fixe une moyenne considérée comme un optimal, et à partir de cette moyenne, on fixe des limites de ce qui est acceptable ou non. Et Foucault dira que ici, le normal ne se déduit pas de la norme, mais c'est l'inverse. C'est la norme qui se déduit du normal statistique. Et ces dispositifs sécuritaires, ils ne vont pas chercher à restreindre la liberté des sujets. Autrement dit, ce ne sont pas des dispositifs répressifs qui vont dire ce qu'on ne doit pas faire ou qui vont inculquer une forme de discipline, mais ils vont au contraire laisser complètement les sujets libres et s'appuyer sur leur conduite. Donc, il ne s'agit pas de prescrire des conduites, mais de s'appuyer sur les comportements libres des agents en les prenant tels qu'ils sont, tels qu'ils agissent dans la société. Alors, vous allez me dire en quoi c'est problématique finalement ces dispositifs qui vous laissent libre. Eh bien parce que, au fond, il s'agit tout de même de former des individus maîtres d'eux-mêmes, capables de savoir, à partir de calculs, dans toutes ces situations, ce qui est mieux pour eux. Et donc, ces dispositifs vont viser à fabriquer des individus acteurs de leur propre vie, des individus acteurs de leur propre santé, par exemple, autrement dit, des individus qui visent leur propre intérêt, mais en un sens précis où, finalement, on va faire en sorte qu'ils puissent renoncer à des plaisirs immédiats, par exemple le plaisir d'une cigarette, qu'ils puissent hiérarchiser leurs désirs, qu'il n'ait pas une image d'eux trop mauvaise, par exemple. Autrement dit, on va tout de même intervenir sur les sujets pour faire en sorte que ce soit des êtres calculants, des êtres qui puissent concevoir leur vie comme un plan. Je cite un exemple qui est l'exemple des campagnes de promotion de la santé, et à partir d'un article de Luc Berlivet, donc qui s'inspire de Foucault. L'idée est assez clairement mise en avant dans les campagnes contre le tabac et l'alcool destinées aux jeunes. Le principe est que si le jeune dit oui à la cigarette, c'est au fond qu'il n'ose pas dire non, parce qu'il n'a pas assez d'estime de soi, pas assez de force pour pouvoir s'affirmer face à d'autres modes de valorisation de soi. L'idée est qu'un individu ne tentera même pas de modifier son comportement s'il le perçoit comme résultant d'une pression extérieure qui le dépasserait. Cette capacité à se sentir acteur de sa propre vie est directement fonction de l'estime que l'individu a de lui-même. Donc vous voyez qu'il y a quand même des présupposés philosophiques très lourds dans cette idée de faire en sorte que l'individu devienne l'acteur de sa propre vie, puisqu'on va tout simplement considérer que ces désirs immédiats sont des désirs subis, finalement, contre lesquels il faut lutter. Donc voilà pour la critique de Foucault. On pourrait peut-être aussi appliquer cette critique à certaines formes d'éducation thérapeutique, par laquelle on tente de former des bons patients. Autrement dit, des patients qui connaissent les risques, autrement dit, qui ont appris comment ne pas trop s'éloigner du chemin de la normalité, d'une certaine façon. Et donc ça rejoint peut-être aussi un peu la critique que faisait Céline tout à l'heure de l'empowerment, c'est-à-dire l'idée que, au fond, à travers ces techniques d'empowerment se cache finalement une forme de paternalisme. Et puis, j'en viens à la dernière idée de l'empowerment,
Donc, empowerment comme conquête, empowerment comme transfert de compétences, et enfin empowerment comme transfert de décision. Alors ici, il s'agit de responsabiliser, mais dans un sens différent de tout à l'heure. Il ne s'agit pas de rendre responsable, autrement dit de faire en sorte que l'individu soit responsable, qu'il sache ce qu'il fait, qu'il soit rationnel, mais il s'agit ici plutôt de lui déléguer tout simplement une responsabilité. Autrement dit, de lui dire maintenant, tu te débrouilles, maintenant c'est ta décision. Donc, autrement dit, c'est un autre sens du mot responsabiliser, puisqu'on peut responsabiliser en inculquant finalement voilà, des compétences, savoir faire tes choix toi-même, etc. Mais on peut aussi responsabiliser en disant tu te débrouilles. Alors au fond, là les exemples sont aussi des exemples assez connus. Dans le domaine de l'entreprise, par exemple, on crée des ateliers pour discuter du changement. Et au fond, c'est l'idée aussi du management par l'empowerment. Par exemple, on va rendre possible le télétravail, donner à l'employé le pouvoir de décider de son emploi du temps, favoriser aussi des réseaux d'entreprises, qui sont aussi des espaces finalement de décision. Et là, je cite un magazine suisse, qui est Le Monde économique. L'empowerment en management est aussi et surtout cela, accorder de l'autonomie aux employés et élargir leur champ d'action. C'est de cette autonomie qu'est censé découler chez le salarié, une volonté accrue de travailler, de créer plus librement, d'obtenir de bons résultats, d'être utile tant à soi-même qu'à l'entreprise. Tout cela contribue à réduire le stress sur le lieu du travail et à augmenter la productivité. Donc voilà un exemple. Et puis un autre exemple, c'est dans le domaine de la santé, tout ce qui consiste à donner aux individus des outils de gestion de leur propre santé. Et là, dans le champ de la médecine prédictive, par exemple, champ qu'on connaît bien ici à l'Espace Éthique, c'est tout ce qui se développe dans les entreprises qui vendent des tests, par exemple, génétiques, où le mot l'idée de empowerment est très utilisée. C'est l'idée que connaître ses prédispositions génétiques, finalement, ça donne du pouvoir sur sa propre vie, sur son existence, au sens où ça nous permet de l'organiser, voilà, d'anticiper sa vie. Alors, un autre exemple qui est un peu plus technique, et peut-être que s'il y a des psychiatres dans la salle, ils pourront m'aider à développer cela, parce que je suis pas sûr d'avoir totalement compris le principe, mais c'est l'idée du neurofeedback. Donc, l'idée de ces dispositifs qui permettent, finalement, où on donne à un patient la possibilité de visualiser son activité cérébrale. Donc ça peut être à travers un jeu, par exemple, une course de bateau, par exemple. Et là, il fait un effort sur lui-même pour essayer de juguler, par exemple, ses hallucinations ou des choses comme ça. Et donc, on voit bien ici qu'on est vraiment dans cette forme d'empowerment parce qu'il s'agit de donner une technique à un individu qui s'en débrouille, qui fait ce qu'il peut avec. Donc ici, on n'est même pas dans l'idée que l'empowerment, finalement, on n'est pas dans l'idée de rendre plus autonome la personne, mais on est dans l'idée même que cette personne contrôle son propre processus d'autonomisation. Donc c'est une idée un peu différente. J'avais aussi un autre exemple. Par exemple, on pourrait imaginer, dans le domaine scolaire, donner aux parents des applications pour exercer leurs enfants, finalement, à toutes sortes d'exercices, de calculs, etc. Voilà aussi ce qui serait ce type d'empowerment. Alors, quelle est la conception philosophique du pouvoir ici ? On avait vu la première conception philosophique du pouvoir, c'est finalement le fait d'être en relation et déjà exercer une forme de pouvoir.
Deuxième conception du pouvoir, c'était la capacité au sens des capacités d'Amartya Sen. Ici, qu'est-ce que c'est qu'avoir du pouvoir? Avoir du pouvoir, c'est simplement décider. Simplement décider au sens où la décision donne le sentiment d'un contrôle, d'une maîtrise sur soi, et finalement, peu importe pourquoi la personne décide, peu importe ce qu'elle décide, ce qui importe, c'est qu'elle décide. C'est le fait même qu'elle décide, et ce qui importe surtout, c'est la responsabilité qui accompagne cette décision. Donc, ici, le sujet de cet empowerment, c'est l'individu qui décide. L'individu décideur, ce n'est plus le sujet réflexif qui est capable finalement de réfléchir sur ce qui lui importe dans l'existence, mais c'est simplement l'individu décideur. Et quel est le vecteur maintenant de cet empowerment? Donc, ce n'est plus la lutte, ce n'est pas non plus la pédagogie ou l'enseignement. Ici, ce serait plutôt la technologie. C'est la technique délivrant des informations, des dispositifs numériques, par exemple. Voilà, donc l'idée que par la technologie, on puisse donner à chacun finalement les outils de sa propre responsabilisation, de son autonomisation. Alors, évidemment, il y a plein de critiques qu'on pourrait faire de cet empowerment, et je vais en donner juste quelques-unes, mais là encore, on pourra en discuter beaucoup plus dans la discussion. L'idée, c'est qu'en fait, l'idée de la première critique, ce serait de dire que, au fond, ce ne sont pas, contrairement à ce que on pourrait penser, c'est tous ces outils technologiques, ce ne sont pas des outils en plus, autrement dit, que l'on pourrait utiliser ou pas. Autrement dit, on voit bien que ces outils transforment notre environnement en exerçant de nouveaux pouvoirs sur nos vies. On pourrait imaginer très bien, pour donner un exemple concret, qu'il y ait des contreparties financières à la non-utilisation de ces techniques, et que ne pas les utiliser coûte à ceux qui ne les utilisent pas. On peut imaginer que finalement, que deviennent ceux aussi qui ne se surveillent pas, et qui ne surveillent pas leurs enfants, qui ne surveillent pas leurs parents, par exemple, à travers les pouvoirs que ces technologies permettent. Est-ce que finalement l'assurance ne va pas agir en conséquence de ces décisions de ne pas utiliser ces techniques? En somme, cette vision de l'empowerment repose sur une illusion philosophique qui est celle de la neutralité de la technique. L'idée qu'on vous donne des techniques et qu'après vous en faites ce que vous voulez. Eh bien, c'est pas vrai. On voit bien que l'introduction de techniques, finalement, nous donne des obligations. En lien avec ça, on pourrait dire qu'il y a une certaine confusion aussi, à travers cela, entre la décision et le choix. Ce n'est pas parce que je décide, ce n'est pas parce que je consens, que je choisis nécessairement, puisqu'un choix suppose que je sois dans des dispositions de choix, et que la société me procure ces dispositions de choix, et que je puisse délibérer. Donc, ici, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas parce que je décide que je choisis. Et une autre critique pourrait être de dire que finalement, à travers ces techniques-là, l'individu est appelé à devenir non plus seulement l'acteur de son existence, mais surtout l'auteur de son existence, au sens où le dit Alain Ehrenberg dans La fatigue d'être soi. Autrement dit, l'idée que l'individu puisse devenir l'unique initiateur, l'unique juge de ses valeurs, sans instaurer un dialogue avec la société, avec ses proches, avec les autres. Donc on est là encore dans une idée un peu différente de celle qui précède, puisqu'il y a l'idée vraiment d'un individualisme extrême, d'un individualisme absolu, ce que mettait très bien en évidence Alain Ehrenberg, donc dans La fatigue d'être soi, en montrant que la dépression était le symptôme d'une incapacité des individus à devenir précisément les auteurs de leur propre existence, à prendre l'initiative, à assumer ce rôle d'unique décideur pour eux-mêmes.
Bon, voilà à peu près le tableau que je voudrais dresser. En conclusion, je dirais seulement, avant de vous laisser la parole, que vous nous posiez des questions, c'est que il y a bien sûr une affinité entre les deux dernières formes d'empowerment que j'ai évoquées, c'est-à-dire que dans les deux derniers cas, l'empowerment est exogène, il vient de l'extérieur, et il est individuel, c'est-à-dire destiné à un empowerment de l'individu. La question qu'on pourrait se poser à partir de là, c'est est-ce qu'il faut continuer à parler d'empowerment ? C'est-à-dire qu'on voit bien que la notion est ici tellement éclatée qu'on pourrait se demander si le mot n'est pas piégé en quelque sorte et s'il faut continuer à l'utiliser alors qu'il existe d'autres mots. Émancipation collective, éducation ou encore délégation de responsabilité. Bon, c'est moins sexy peut-être, mais c'est peut-être un peu plus précis. L'autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, et je crois que Céline aussi l'a dit, on pourrait s'interroger sur ce que finalement l'usage de ce mot, indépendamment de sa polysémie, de ses différents sens, de ce qu'il révèle finalement de notre époque, pourquoi est-il préféré ainsi à l'idée d'autonomie, qui a été longtemps un concept phare en éthique. L'idée peut-être serait de dire que nous nous considérons peut-être pas comme autonomes, puisque nous avons besoin de cette autonomisation. Et l'idée qu'on pourrait développer, c'est qu'il y a peut-être aussi une défiance dans les pouvoirs, qu'ils soient industriels, scientifiques et politiques, qui poussent, qui engagent à cet empowerment, c'est-à-dire une prise de pouvoir spontanée. Donc l'idée que pour être autonome, le consentement ne suffit plus, qu'il faut conquérir son autonomie. Et là où il y aurait une illusion à critiquer, c'est dans l'idée que toutes ces formes d'empowerment ne sont pas, au fond, profondément politiques. L'idée, à mon avis, l'écueil ici serait de penser que l'individu, le collectif, développe son propre pouvoir parallèlement au pouvoir politique, alors que, bien entendu, toutes ces formes d'empowerment supposent des valeurs, et supposent des valeurs, bien sûr, politiques. Bon, voilà, tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup, et maintenant, c'est à vous de parler.